Salut à vous, c'est encore toujours Thomas et vous écoutez le commentaire audio de ma rétrospective sur les Sims. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo sur les Sims, dès le départ, je savais que ça allait être un gros risque d'un point de vue artistique, entre guillemets pour moi, tout simplement parce que je savais que c'est une vidéo qui n'allait pas intéresser mes abonnés. C'est-à-dire qu'il y a une partie de mes abonnés qui bien évidemment allaient regarder cette vidéo sur les Sims parce qu'il y a une partie de mes abonnés qui est tout simplement un public qui s'intéresse aux jeux vidéo sous toutes ses formes. C'est un public qui a envie d'entendre parler de game design, peu importe que ce soit du game design de Pokémon ou de Resident Evil ou des Sims. Mais je savais aussi qu'il y avait une partie de mon public qui était beaucoup plus hardcore gamer, un public beaucoup plus qui s'est abonné suite à des vidéos sur Assassin's Creed, sur Resident Evil, sur Halo, etc. Et que ce public-là n'allait pas s'intéresser à une vidéo sur les Sims. Donc mine de rien, quand je bossais sur cette vidéo sur les Sims, j'avais un peu cette inquiétude de me dire, ça se trouve cette vidéo elle va intéresser personne, à part moi, grosso modo. Mais je savais aussi que c'est une vidéo qui potentiellement pouvait attirer un nouveau public sur la chaîne, typiquement un public qui ne se serait pas intéressé à mes vidéos en temps normal, mais qui allait s'intéresser à cette vidéo sur les Sims et par conséquent découvrir mon travail. Et ça pour le coup, ça a bien fonctionné, ça me fait très plaisir. L'espace commentaire de cette vidéo sur les Sims est rempli de pseudos que je ne connais pas. Et c'est pour moi une bonne nouvelle en fait, parce que j'ai jamais particulièrement voulu être un youtubeur hardcore gaming. Hein. Moi, j'ai envie de parler de jeux vidéo et j'ai envie d'en parler à tout le monde, que ce soit un public occasionnel ou un public de gros passionnés. Donc je trouve ça très chouette que cette vidéo sur les Sims attire de nouvelles personnes, surtout si ces nouvelles personnes ensuite vont regarder d'autres contenus. Typiquement ma vidéo sur The Last Guardian a aussi du coup attiré de nouvelles personnes qui ne l'auraient pas regardé en temps normal si ces nouvelles personnes ne m'avaient pas découvert par le biais des Sims. Donc ça pour le coup c'est très chouette. J'avais des gros doutes sur comment cette vidéo allait fonctionner et il se trouve que c'est un de mes plus gros succès récents. C'est un très gros démarrage. Je peux vous mettre vous savez le fameux top 10 dont les youtubeurs se plaignent en permanence. J'allais faire une capture d'écran en temps réel. Voilà, cette vidéo sur les Sims elle est sortie depuis 3 jours et 14 heures et elle a fait 84 500 vues et donc à titre de comparaison en 3 jours et 14 heures ma vidéo sur The Last Guardian par exemple elle avait fait que 64 000 vues, que entre gros guillemets 64 000 vues en 3 jours. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéastes qui rêveraient de faire des chiffres comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu, vous donner un exemple de à quel point cette vidéo sur les Sims fonctionne bien. Et donc d'un côté c'est très chouette, et d'un autre côté c'est très frustrant parce que j'en suis pas totalement satisfait, je la trouve pas parfaite. Et c'est toujours très frustrant d'avoir une de vos vidéos que vous la trouvez pas terrible, vous voyez des défauts et comme par hasard c'est celle-là qui fonctionne et moi en tout cas ça amplifie un petit peu mon anxiété, vous savez, ça me met dans une situation de me dire ah non mais en fait je vois des défauts et en plus de ça il y a énormément de monde qui vont voir les défauts de ma vidéo. C'est toujours un peu frustrant quand les vidéos que vous aimez le moins fonctionnent mieux que les vidéos que vous aimez beaucoup. Je crois que c'est la grande malédiction de toutes les personnes qui ont un taf créatif. C'est jamais vos contenus préférés qui fonctionnent le mieux. Mais vous savez, c'est cette fameuse règle d'écriture de Pixar qui est de dire que ce qui est fun pour un public et ce qui est fun pour un scénariste ne sont pas nécessairement la même chose. C'est un peu ça en fait. Pour revenir sur pourquoi je suis pas satisfait de cette vidéo sur les Sims, c'est pas que j'en suis pas satisfait, c'est juste que j'ai mes frustrations avec, et notamment parce que c'est encore une fois une vidéo qui a eu le syndrome de Halo, c'est-à-dire que je voulais bosser sur cette rétrospective sur les Sims, ça m'intéressait beaucoup, et au fur et à mesure que je bossais dessus, je me suis rendu compte que mon angle aurait pas spécialement dû être une rétrospective complète des Sims. Mon angle c'était plutôt pourquoi les Sims ça intéresse les gens. Fondamentalement, c'est ça la question que je me posais et c'est là où j'ai trouvé les réponses les plus intéressantes. Et du coup, une fois encore, je me suis retrouvé à regarder les Sims 1, que je trouve être un jeu hyper curieux, hyper fascinant, et je découvre plein de choses sur les Sims 1. Je passe aux Sims 2, et pareil, sur les Sims 2, je trouve qu'il y a des évolutions qui sont hyper significatives et hyper intéressantes, et je comprends de mieux en mieux quelle est la puissance et la portée de cette franchise. Et ensuite, je passe aux Sims 3 et 4, et les Sims 3 et 4, j'ai grosso modo rien à en dire, et je me retrouve un peu piégé par la structure de ma propre vidéo,
où en fait, je suis obligé de finir ma rétrospective et de parler des Sims 3 et 4 parce que je suis en train de faire une rétrospective, mais en fait, fondamentalement, je crois que si j'avais juste fait une vidéo pourquoi les Sims c'est bien, j'aurais parlé juste des Sims 1 et 2 et je me serais pas embêté à dire bon, et puis ensuite les Sims 3 c'est les Sims 2 grosso modo, mais avec un open world. Et vous savez, c'est un peu ce que je racontais sur ma rétrospective Halo, où en fait, pendant que j'étais en train de bosser dessus, je me suis rendu compte que j'avais dit tout ce qu'il fallait, j'étais arrivé au pic émotionnel de la vidéo au bout d'1 heure et demie quand j'étais à Halo Reach, et d'un coup je me disais ah merde en fait, il faut parler de Halo 4, 5 et 6 et j'ai pas grand chose à en dire. Et bref, il m'est arrivé à peu près la même chose avec cette vidéo sur les Sims. Ce que je trouve frustrant, mais une fois encore, c'est le risque quand on bosse sur une rétrospective. Quand je me lance dans une rétrospective comme ça, je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant à dire sur cette franchise et je le découvre au fur et à mesure. Et mine de rien, je pense aussi que j'ai un peu mais ça c'est un problème de vidéaste généralement, j'ai un peu ce désir de trouver un point de vue unique, de trouver le truc, la chose qui fait que ma vidéo, elle est unique et spécifique et intéressante, et que c'est pas juste une vidéo sur les Sims parmi tant d'autres. En fait, je suis très conscient que ça, c'est un problème que moi j'ai en tant que vidéaste et que vous, en tant que spectateur, spectatrice, c'est pas spécifiquement quelque chose qui vous dérange. C'est que moi, je ressens ce besoin que ma vidéo soit unique, qu'elle ait un point de vue unique, qu'à un moment j'ai une révélation et que je me dise ah voilà, là je parle des Sims pour en dire quelque chose que personne n'a jamais dit avant moi, ce qui est grosso modo impossible. Mais en fait, pour moi en tant que vidéaste, c'est très frustrant d'avoir ce sentiment de me dire mais en fait j'ai rien trouvé de particulièrement fascinant à dire, je dis juste des banalités, je dis des choses que d'autres gens ont déjà dit avant moi, j'ai rien découvert de fou sur les Sims, alors que pour un public qui potentiellement c'est la première rétrospective sur les Sims que vous voyez, c'est très certainement la première rétrospective sur les Sims que vous voyez, vous n'avez pas besoin que je sois unique, juste ça vous intéresse de regarder une rétrospective sur les Sims. Mais en tout cas, en tant que vidéaste, il y a ce truc, c'est peut-être un peu, je sais pas si égocentrique c'est le bon mot, mais en tout cas, ouais, un besoin de se sentir unique et d'avoir la sensation qu'on a fait quelque chose de pertinent. Par exemple, ma vidéo sur Alan Wake et l'univers connecté de Remedy, je pense que c'est une vidéo assez unique. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui se sont intéressées autant que moi à l'univers connecté de Remedy, et je pense en plus de ça que j'ai des points de vue qui sont... je vais pas dire que je suis la seule personne au monde à y avoir pensé, mais en tout cas, je pense que dans cette vidéo sur Alan Wake et l'univers connecté de Remedy, il y a vraiment des choses que j'ai découvert, que j'avais jamais entendu avant et que j'ai jamais entendu depuis, notamment le fait de parler beaucoup du regard européen de Remedy, du fait que Max Payne, c'est une vision des États-Unis vue par ce regard européen à travers des séries et des films, alors que Alan Wake, c'est un jeu touristique en fait, dans le sens où tu sens que c'est un jeu qui a été produit par des gens qui ne connaissent les États-Unis qu'à travers des vacances, qu'à travers des visites guidées. Ça, c'est le genre de point de vue que j'étais très heureux de mettre en avant dans la vidéo parce que je me disais, ah, ça, c'est un truc que j'ai découvert et j'ai l'impression que personne avant moi n'en a jamais parlé. Ce qui est peut-être vrai ou peut-être pas vrai, mais peu importe. En tout cas, ça me donnait la sensation de vraiment apporter quelque chose au débat. Ça me donnait la sensation de vraiment que ma vidéo était unique et utile d'une certaine manière. Et le problème, c'est qu'on peut pas toujours avoir une idée comme ça qui rend ta vidéo unique et utile. Parfois, on fait une rétrospective sur les Sims et quand on arrive à la fin, on se dit bah en fait ma rétrospective sur les Sims, je dis la même chose que tout le monde a toujours dit sur les Sims. J'ai rien découvert de nouveau, j'ai rien découvert d'exceptionnel et en tant que créatif, c'est un peu décevant. Et vous voyez, consciemment, je sais que je devrais pas prêter autant d'importance à ça, mais je pense que c'est vraiment un espèce de sentiment d'imposture presque, un truc de me dire j'ai pas assez bien bossé. Mais après voilà, si vous avez suivi tous ces commentaires audio, je pense que vous commencez à comprendre que je suis quelqu'un de très anxieux et de très perfectionniste et que c'est ok, j'ai mes tourments intérieurs, j'ai mes doutes, j'ai mes questionnements, mais au final j'ai réussi à la finir cette vidéo, j'ai réussi à la publier et même si j'en suis pas hyper heureux, je pense quand même que c'est une vidéo de plutôt bonne qualité et puis surtout elle a l'air d'intéresser les gens et de plaire aux gens et
c'est déjà bien. Mais oui, tout ça pour dire que quand je réalise une rétrospective, je me mets beaucoup la pression pour avoir une illumination. Je me dis qu'à un moment, je devrais avoir une espèce de breakthrough, je devrais trouver une conclusion incroyable, et des fois, ça n'arrive pas. Et quand ça n'arrive pas, c'est toujours un peu décevant pour moi, mais c'est sûrement quelque chose dont il faut que j'arrive à me détacher. Dans le sens où c'est le genre de chose qui n'est pas réplicable. C'est-à-dire que si être youtubeur, c'est mon travail, forcément, à un moment, il va falloir que je fasse des vidéos qui ne sont pas révolutionnaires. Faire une vidéo révolutionnaire, si ça m'arrive une fois dans ma vie, c'est déjà bien. Et mine de rien, ça rejoint aussi un deuxième souci que j'ai, et je me rends compte que c'est très inconscient, mais que ça me pèse quand même beaucoup à chaque fois quand je bosse sur une rétrospective, c'est que j'ai le sentiment que je dois donner la même place à tous les jeux. C'est-à-dire, quand je suis en train de bosser sur une vidéo comme ça sur les Sims, je vais parler du premier Sims pendant par exemple 20 minutes, puis du deuxième pendant 15 minutes, puis le troisième, j'en parle que pendant 10 minutes, et là je me dis, c'est déséquilibré. En fait, j'ai la sensation que ma vidéo, elle devrait être coupée en chapitres, et vu qu'il y a 4 Sims, elle devrait être coupée en 4 chapitres de longueur égale, pour que la vidéo soit équilibrée, pour apporter autant d'attention à chaque épisode, et surtout pour pas me donner cette impression de bâcler la fin de la vidéo au bout d'un moment. Et ça, en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui me pèse beaucoup, inconsciemment, sur à peu près toutes mes rétrospectives, ce sentiment que je devrais donner la même place dans la vidéo à tous les épisodes, ce qui, fondamentalement, n'est pas possible en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les Sims 1 et sur les Sims 2, mais il y a beaucoup moins de choses à dire sur les Sims 3 et 4 parce que ce sont des jeux qui n'apportent pas grand chose, ne révolutionnent pas la formule en fait. Donc en fait, théoriquement, ce serait normal que les chapitres sur les Sims 3 et 4 soient moins longs, mais moi, ça me stresse pas mal. Ça me donne l'impression que j'ai pas assez bien bossé sur les Sims 3 et 4. Donc voilà, tout ça pour dire, en vrai de vrai, je pense pas que le problème vienne particulièrement de la vidéo sur les Sims, je pense juste que j'ai eu un petit pic d'anxiété et de stress en cette fin d'année, et que du coup ça a teinté la manière dont je regarde mon travail. Mais la vérité, c'est que j'ai fini cette vidéo sur les Sims, et ça, j'en suis très content. Et puis je suis très content aussi d'explorer, comme je le disais, des choses auxquelles on s'attendrait pas forcément sur ma chaîne. De me permettre de brasser aussi large en termes de sujets, c'est hyper cool et c'est hyper rafraîchissant pour moi. Et j'espère que c'était rafraîchissant pour vous, et puis que ça a potentiellement intéressé des gens qui, de base, s'intéresseraient pas aux Sims, mais se diraient, tiens, Toujours Thomas a sorti une vidéo sur les Sims, j'aime bien ce qu'il fait d'habitude, je vais donner une chance à ça, et par conséquent, vous avez appris des choses sur une franchise qui vous aurait pas nécessairement attiré. En termes de mise en scène, c'est une vidéo que j'aime beaucoup, je trouve que j'ai fait plein de trucs assez chouettes. Il y a des moments qui sont à la frontière du let's play narratif qui, je pense, sont plutôt divertissants parce que je vous raconte un petit peu ma partie et comment elle s'est déroulée, et il y a ce côté un peu aléatoire presque. Et puis en plus de ça, il y a un côté assez fun. Je pense que c'est une vidéo qui est assez drôle, qui est assez variée émotionnellement. Elle a des moments qui sont un petit peu plus touchants, elle a des moments qui sont un petit peu plus détendus. Je pense globalement que c'est une vidéo qui est hyper chouette à suivre. Je suis très content de l'intro. Je vous parle toujours de mes intros. J'aime beaucoup cette intro avec cette musique de Impossible Créature. Donc vraiment ce côté big band jazz qui donne énormément d'énergie et de mouvement, et on passe d'une image à une autre, et il y a des bruitages, et il y a... Ouais, vraiment, je suis hyper content de l'énergie que cette intro donne. Moi, en tout cas, je trouve qu'elle te chope immédiatement et qu'elle te tire directement dans la vidéo. Et puis, à d'autres moments dans la vidéo, j'ai fait ce que j'appelle des plans séquences, typiquement toute la partie sur l'éditeur de personnages des Sims 2, où en fait, j'ai d'abord écrit et enregistré ma voix, et ensuite, j'ai synchronisé mon gameplay, donc les mouvements de ma souris à ce que je raconte, pour en fait ne même pas faire de montage. Vous voyez ce que je veux dire? Juste quand je parle des coupes de cheveux, et les images de gameplay vont sur les coupes de cheveux, etc. D'un côté, je pense que ça donne quelque chose de très naturel à regarder, alors que c'est
extrêmement artificiel à faire et ça demande beaucoup plus d'efforts que de faire du montage. Ça demande beaucoup plus d'organisation et de timing et de réfléchir à où est-ce qu'on va cliquer, dans quel ordre, etc. Pour un truc en plus que la plupart des gens vont pas remarquer, mais à faire c'est fun et c'est agréable et ça change de ce que je fais d'habitude. Et d'ailleurs pour pas mal de sections j'ai rajouté beaucoup de bruitage. Mine de rien, c'est assez rare que je rajoute moi-même des bruitages dans mes vidéos, ou alors vous savez c'est des bruitages des risers par exemple, vous savez ce genre de bruit qui fait qui crée une espèce de petite tension, une espèce de finalement comme dans Lost. J'ai l'impression que j'arrête pas de parler de Lost dans ces commentaires audio, mais dans Lost il y a ce bruit, ce riser qui nous amène dans les flashbacks. Juste avant qu'un flashback commence, on a un riser au son qui crée cette transition. Et bref, tout ça pour dire que cette vidéo sur les Sims, c'est une vidéo où j'ai énormément bossé les bruitages. J'ai enregistré tout un tas de clics de souris que j'ai ensuite rajouté parce que en fait il y a beaucoup de moments où je clique sur des choses à l'écran et ça faisait pas de bruit et ça me ça me frustrait moi personnellement de ne pas entendre de bruit. Et je trouvais que ça rendait je sais pas, ça rendait un truc un petit peu fade au son et à l'image. Donc j'ai rajouté tout un tas de petits clics de souris, tout un tas de petits détails sonores comme ça tout au long de la vidéo. Je pense que mine de rien, une partie de mon problème avec les Sims, et pour une fois je m'en suis vraiment rendu compte, c'est que je n'ai pas connu les jeux à l'époque. Je les regarde vraiment avec un regard rétrospectif, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai un peu joué aux Sims, mais comme je le dis dans la vidéo, moi je faisais une famille, je fabriquais une maison, et je m'arrêtais là en fait. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce côté ah, je peux fabriquer une maison, c'est marrant, ou ah, j'ai un éditeur de personnages, je peux faire des visages des gens que je connais, c'est marrant. Mais du coup, j'ai jamais été très engagé dans les Sims et j'ai pas suivi les jeux à l'époque. Je faisais pas partie de la communauté des Sims, j'ai jamais regardé les youtubeuses Sims, j'ai jamais suivi les mods, les dramas en temps réel, etc. Et là, pour une fois, je l'ai vraiment ressenti, ce côté rétrospectif. J'ai vraiment ressenti que c'est pas une vidéo sur l'évolution des Sims, c'est une vidéo sur je regarde les Sims depuis l'année 2026. Je regarde en arrière. Par exemple, c'est tout con, mais les Sims 3, en fait, je me rends compte que les Sims 3, c'est un jeu qui a beaucoup évolué entre sa sortie et son état actuel, et que je peux pas vraiment jouer à la version d'origine du jeu. Je peux que jouer à sa version disponible en 2026. Et c'est pareil pour les Sims 4, qui est plus ou moins un jeu service maintenant. Je peux pas savoir ce que c'était de jouer aux Sims 4 le jour de sa sortie en 2017. Tout ce que je peux savoir, c'est à quoi ressemblent les Sims 4 aujourd'hui. Et mine de rien, déjà là-dedans, il y a quelque chose d'assez limitant dans le fait de ne pas pouvoir littéralement remonter dans le temps pour jouer au jeu dans son état dans lequel il était à l'époque, mais aussi dans le fait que je ne suis pas, comme je le dis, je suis pas le public cible de la série, et en plus de ça, je ne joue pas tout à fait au jeu comme le public cible de la série. C'est-à-dire que je sais que pour beaucoup de personnes, les Sims, c'est littéralement une maison de poupée. Pour beaucoup de personnes, il y a vraiment cet aspect roleplay, comme je le dis, et en fait, je suis très conscient de jouer aux Sims non seulement en tant qu'homme adulte, mais aussi en tant que quelqu'un qui se pose la question du game design. C'est-à-dire que moi, je regarde les Sims et je regarde leur contenu, leur mécanique, comment ça se joue et comment, entre gros guillemets, on est censé y jouer normalement. Comment on est censé gagner de l'argent, comment on est censé nourrir nos personnages, prendre soin de leurs besoins, etc. En fait, je sais très bien qu'il y a une immense partie de la communauté qui juste lance une partie, active des cheat codes, active des mods et n'engage pas du tout avec les éléments fondamentaux du gameplay. Je sais qu'il y a une grande partie de la communauté des Sims qui joue aux Sims pour se raconter des histoires et pas pour jouer au jeu. Donc mine de rien, je suis quand même très conscient de cet angle mort et du fait que ma vidéo ne peut pas représenter fidèlement toutes les manières dont les jeux peuvent être joués. Tout ce dont je peux parler, c'est de ce qu'il y a dans les jeux et encore plus de ça, ce qu'il y a dans les jeux aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2026. Ce qui, en vrai, est une question intéressante, notamment quand on parle de jeux PC, parce qu'en fait, beaucoup de jeux PC sont extrêmement modulables, ne serait-ce que par l'existence des mods. Et
Je sais qu'en tant que youtubeur et notamment en tant que youtubeur qui m'intéresse au game design, moi j'ai beaucoup tendance à parler des jeux en eux-mêmes. J'ai beaucoup tendance à parler de l'intention des créateurs, l'intention des auteurs entre guillemets. Mais en fait, je suis conscient que cette intention des auteurs, c'est pas la finalité. Je suis conscient qu'il y a des millions de personnes, littéralement des millions de personnes, qui jouent aux Sims avec des mods, et notamment avec des mods qui changent complètement la manière d'interagir avec les jeux, au point où c'est quasiment plus les mêmes jeux en fait.